Bonsoir, merci d'être venu malgré le froid pour bousculer les frontières avec nous. C'est la dernière conférence débat de cette série. Et ça se termine en beauté par la question sur l'homme, évidemment. L'homme nature, une frontière à repenser. Un animal, l'homme est-il un animal contre nature? Alors effectivement, entre l'homme et la nature, c'est une histoire un peu à la je t'aime moi non plus, du moins en Occident, ce qui est peut-être même une spécificité occidentale. Dans cette histoire, il y a de la domination, il y a de l'exploitation, il y a de la séparation, il y a de la fusion, il y a des pas de côté, il y a de l'adaptation, de la coopération, de la destruction, de la perte, un peu de progrès peut-être, comme si l'homme n'en finissait pas de savoir que faire de son propre lien, impossible à dénuer avec son environnement. Dans cette histoire se croisent, et c'est bien aussi l'ambition de notre rencontre d'aujourd'hui, des savoirs et des représentations, des faits et des idées, la science et la philosophie, très bien représentées ce soir, dont les relations sur ce sujet de l'homme sont parfois orageuses ou pire inexistantes, chacun se fabriquant dans son laboratoire des vérités inconciliables. Je précise que ce n'est pas le cas de mes invités, qui sont tous les trois, qu'ils soient scientifiques ou philosophes, on va dire des hommes frontières, c'est-à-dire capables de les traverser. Alors puisqu'il s'agit de frontières, il sera donc question d'interroger celles qui voudraient définir la spécificité humaine dans la nature. Cette frontière a forcément un peu bougé, mais a-t-elle tant bougé que ça après s'être crue au-dessus de la nature, maître et possesseur, puis à côté, dans la tour d'ivoire de son exception, puis dedans, comme l'une des branches de l'arbre du vivant décrit par Darwin. Aujourd'hui, la question se pose, l'homme ne serait-il pas au fond contre nature, menaçant sa propre survie par les déprédations que ses activités font subir à la biosphère? C'est d'ailleurs en vertu de cette accélération, nous en parlerons certainement lors de notre discussion, des modifications de la Terre, qu'il est question de désigner notre époque comme celle de l'Anthropocène, en gros l'époque où l'homme, d'espèce vivante qui évolue comme les autres, est devenu un problème, c'est-à-dire est devenu en tout cas le facteur déterminant de l'évolution géologique de la planète. Nous vivions depuis le néolithique dans l'époque de l'Holocène, qui a commencé avec les débuts de l'agriculture et la sédentarisation de Sapiens. Nous voici donc en Anthropocène, qui aurait commencé, alors il y a un débat sur la date précise d'entrée dans l'Anthropocène. On peut la dater, il y a une poussière de temps à l'échelle du temps géologique, c'est-à-dire il y a environ 3 siècles, avec la première machine à vapeur industrielle de James Watt en 1784. Plus concrètement, on peut aussi marquer cette accélération exponentielle de la déprédation de la planète avec l'après-guerre et l'exploitation du pétrole. Depuis, l'émission de CO2, le réchauffement climatique, la fonte des glaces, l'assèchement de l'eau douce, la disparition des espèces, et bientôt donc peut-être l'extinction de l'homme. Pendant ces poussières de temps, l'homme n'a cessé d'œuvrer par la technique pour maîtriser la nature, pour la corriger ou pour l'améliorer, car la nature n'est pas parfaite. Les rêves eugénistes ou même la création artificielle de la vie n'ont jamais été aussi forts à mesure que grandit aussi la préoccupation écologique. Dans ces tensions, c'est toute une histoire du progrès qui est en jeu, un progrès qu'il s'agit peut-être aujourd'hui de repenser pour un avenir soutenable. Et s'il sera donc question de frontières, il sera aussi et surtout question de limites et de finitude. Comment penser ces limites? Comment penser la nature à l'ère de l'Anthropocène? Quelles responsabilités humaines dans le destin du vivant? Quels changements de cap sont-ils urgents? Changement des représentations, changement des mentalités, changement des comportements, changement aussi économique et politique. Alors, mes invités sont tous les trois des chercheurs autant que des hommes engagés dans l'action publique. Roland Cher est philosophe, passionné de sciences depuis toujours. Vous avez même enseigné l'éthique des sciences, autant que vous étiez enseignant. Mais vous avez aussi eu une grande carrière dans la transmission du savoir, dans les institutions culturelles, notamment au musée d'Orsay, à la BNF et ici même à la Cité des Sciences, où vous dirigiez le département Sciences et Société. Et vous venez de publier un très beau livre qui s'appelle « Répondre du vivant » aux éditions du Pommier, dont nous allons parler dans un instant. Pierre-Henri Gouillon, vous êtes biologiste évolutionniste, professeur au Muséum d'histoire naturelle, à l'Agro Paris Tech, à Sciences Po Paris, à l'ENS.
Parmi vos publications récentes qui éclairent le grand public, je cite Génétique et évolution chez Gallimard et Fabriquer le vivant, un dialogue avec Miguel Benassayag aux éditions La Découverte. Et Dominique Bourg, vous êtes philosophe, professeur à l'université de Lausanne. Vous êtes également vice-président de la Fondation pour la nature et pour l'homme de Nicolas Hulot. D'ailleurs, Pierre-Henri Gouillon est aussi président du think tank, du Conseil scientifique. Et parmi vos dernières publications, on peut citer Pour une 6e République écologique et à venir au PUF, une anthologie de la pensée écologique qu'on attend avec impatience à paraître en janvier. Alors pour commencer, Roland Cher, reprenons ce très beau titre, Répondre du vivant. Vous dites vouloir surmonter le grand partage entre l'homme et le vivant. Comment s'est construit ce grand partage et de quelle manière est-il à la source de cet homme contre nature dont nous parlons aujourd'hui? Merci. Merci de cette invitation. Et pour embrayer sur l'introduction que vient de faire Catherine, je crois en effet que nous héritons d'un modèle qui a été dominant, non pas hégémonique, non pas unique dans la pensée occidentale, mais qui a été dominant et qui est un modèle dans lequel l'homme est opposé à la nature. Il entretient avec la nature un rapport d'extériorité, ou en tout cas, il a vocation, l'espèce humaine aurait vocation, on trouve ça dans la philosophie classique et dans la philosophie des Lumières, à s'arracher à la nature, à s'affranchir de la nature pour la poser comme objet devant lui, objet d'exploitation économique, objet de transformation technique, objet de connaissance scientifique. Ce modèle, je crois que nous avons besoin de nous en déprendre aujourd'hui et que ce n'est pas aussi facile qu'il y paraît. Ce modèle, vous le voyez, ce statut d'exception accordé à l'espèce humaine et ce statut d'extériorité relative entre l'homme et la nature, il s'illustre en particulier par une figure que j'aime bien rappeler, qui va me servir dans ce petit exposé, la figure de l'écoumène. L'écoumène, c'est un terme qui vient de la tradition grecque et qui a même ses racines dans la mythologie grecque et qui désigne ce territoire rendu habitable, oikos, habitat, rendu habitable par l'action humaine, rendu habitable par l'action cultivatrice et civilisatrice humaine. Et ce territoire, il a été pris en quelque sorte sur l'environnement naturel qui, lui, dans cette figure, dans cette longue métaphore qui, je crois, traverse nos cultures, la nature qui, elle, se caractérise par la sauvagerie, la cruauté, la guerre. Autrement dit, l'écoumène, c'est grâce au monopole de la culture humaine, cette portion de territoire arrachée à une nature caractérisée, elle, par la guerre et par la cruauté. Zone, région habitable. Le problème, c'est que ce modèle-là, il est évidemment infidèle à ce que nous disent les sciences du vivant, et il est en particulier infidèle à, Catherine le rappelait à l'instant, au darwinisme. Vous savez que Darwin, lorsqu'il a attaqué la question de l'espèce humaine en 1871, dans ce livre qui s'appelle The Descent of Man, la filiation de l'homme, 12 ans après l'origine des espèces, Darwin commence par dire « Mon propos dans ce livre est d'inscrire l'espèce humaine dans la série animale ». Pour le dire de manière un peu provocatrice, Darwin est celui qui nous met dedans. Il est celui qui nous met dedans et qui essaye, je crois, de construire un modèle alternatif par rapport à ce modèle que j'indiquais tout à l'heure de manière évidemment très schématique. Encore une fois, des philosophes n'y ont pas souscrit. Par exemple, quelqu'un comme Spinoza est très, très loin de ce modèle d'extériorité homme-nature que j'ai évoqué tout à l'heure. Dans ce livre, La filiation de l'homme, Darwin, pourtant, me semble-t-il, aussi entre une reprise parfois de ce modèle ancien d'une opposition homme-nature et le pressentiment d'un autre modèle alternatif dont je voudrais vous dire un mot. Il reconduit ce modèle ancien lorsque, par exemple, dans La filiation de l'homme, il développe l'idée de civilisation.
Darwin essaye de montrer qu'avec l'espèce humaine apparaît dans le monde, apparaît dans la nature ou dans le monde du vivant, quelque chose de très spécifique, quelque chose de très particulier, qui est le processus de civilisation, et qui est l'effet de l'action humaine civilisatrice et qui est même se traduit dans le progrès des différentes sociétés humaines jusqu'à celle qu'il connaît au XIXe siècle. Et lorsqu'il parle de civilisation, Darwin a tendance à dire, et souvent le dit très clairement, que ce processus de civilisation opéré par l'action des hommes limite, fait reculer et parfois annule la place de la sélection naturelle. Autrement dit, il reconduit parfois explicitement ce modèle selon lequel la sélection naturelle, c'est la cruauté, la guerre, la prédation, la compétition, et que dans l'espace civilisé par les hommes, ces phénomènes propres à la nature sont contraints, limités, voire annulés. Mais en même temps, et dans le même texte, Darwin est quelqu'un qui dit la source, la racine de ce processus de civilisation, on le trouve dans la sympathie. Dans la sympathie, c'est-à-dire dans des types de comportements qu'on va trouver, et là il reprend ce qui est sa méthode habituelle dans ce livre, qu'on va trouver chez d'autres espèces animales proches, cousines, et qui témoignent d'une parenté commune entre l'espèce humaine et ces autres espèces animales. La sympathie, on la trouve, et il y insiste, dans les espèces sociales, on la trouve animale, on la trouve dans les soins parentaux, et il y insiste, il montre, voilà, ce sont des traits de comportement qu'on trouve dans de nombreuses espèces animales et qui témoignent d'une espèce de sollicitude accordée à l'autre, d'un souci de la souffrance de l'autre, la sympathie, et il a donc ses racines dans l'histoire même du vivant. Mais en même temps, je crois que Darwin oscille constamment entre ces deux modèles. D'un côté, il a tendance à dire la sélection naturelle, c'est la guerre. Et d'un autre côté, il est obligé de dire que d'autres relations entre vivants existent dans le monde de la nature, entre guillemets, dans le monde du vivant. Et donc, alors que ce modèle, on le retrouve, ce modèle d'opposition entre civilisation et nature-guerre, par ailleurs, il est bien obligé de reconnaître, et tous les scientifiques le font avec lui, il est bien obligé de reconnaître que dans le monde du vivant, il y a évidemment de la prédation, il y a de la compétition, il y a du parasitisme, il y a toutes ces choses cruelles. Il y a aussi de la coopération, il y a aussi du mutualisme, il y a aussi du soin. Et je crois que plus profondément, derrière tout ça, Darwin est celui qui est extraordinairement sensible aux relations de dépendance qui créent des liens entre espèces vivantes ou entre populations d'espèces vivantes, y compris lorsqu'elles appartiennent à des espèces différentes. Et ces liens font que le destin de plusieurs espèces, dont la nôtre, sont liés. Et je voudrais attirer votre attention, moi, ce qui m'a frappé dans ce pressentiment d'un modèle alternatif, c'est les textes que Darwin écrit sur les vers de terre. Darwin a publié 2 fois sur les vers de terre. Une première fois, tout au début de ça, il a présenté un papier en 1827, donc en 1837, pardon. Darwin avait 28 ans ou 29 ans. Sur un texte qui s'appelle la formation de la terre végétale sous l'action des vers de terre. L'histoire est la suivante. Son oncle l'avait invité dans sa campagne et lui avait dit, regarde, là il y a un terrain, un friche sur lequel il y a quelques temps, quelques mois, peut-être un an, j'avais répandu à la surface de la chaux et de la cendre. Et cette chaux et cette cendre ont disparu de la surface de ce terrain. Et lorsque je creuse, je les retrouve enfouis à 1,5 pouce de profondeur. Darwin réfléchit, observe, etc. Et il fait un papier devant la Société royale de géologie pour dire « c'est l'œuvre des vers de terre ». C'est l'œuvre des vers de terre qui, en réalité, dit-il, fabrique le sol. Les vers de terre fabriquent le sol. Et ce papier, je vais vous citer la dernière phrase de ce papier présenté dans cette honorable assemblée scientifique. Darwin dit ceci, le cultivateur, donc l'homme cultivateur, le cultivateur, en labourant le sol, suit une méthode strictement naturelle et il ne fait qu'imiter d'une manière grossière, sans être capable ni d'ensevelir les cailloux, ni de tamiser les parties les plus fines en le séparant des plus grossières, un travail que la nature accomplit chaque jour par l'entremise des vers de terre. Autrement dit, je prétends que dans ce texte, ce que dit Darwin, c'est que dans la nature, il y avait de la culture. Et de la culture
accomplie par les êtres que nous mettons tout au bas de l'échelle des êtres, les êtres les plus inférieurs, que nous mettons plus bas que terre, si je puis dire, les vers de terre. Et nous savons aujourd'hui que le renouvellement de la fertilité des sols est opéré, autrement dit la fabrication d'un sol fertile est opérée, certes par les vers de terre, mais encore beaucoup plus par des millions, par petites particules de sol, des millions de bactéries, de virus, de micro-organismes et de champignons qui contribuent à reminéraliser les déchets organiques morts, à aérer la terre, à garder l'humidité dans le sol, etc. Autrement dit, là, opéré par ces êtres qui sont tout en bas de l'échelle des êtres, se fait un travail de fabrication du sol qui, en même temps, est une condition de tout le reste de la chaîne trophique, puisqu'on a là la possibilité que des végétaux autotrophes pratiquant la photosynthèse poussent, s'enracinent, poussent, et que par conséquent soient produites les réserves énergétiques que les animaux hétérotrophes dont nous sommes, dont nous avons besoin pour survivre. Donc je pense qu'il y a là l'idée qu'il y a deux idées. Premièrement, et c'est autour de ces deux idées que je crois peut se construire un modèle alternatif qui remet l'espèce humaine dans la biosphère. Première idée, nous transformons certes le milieu terrestre et nous le transformons dans des proportions massives, à une échelle très large et avec une vitesse considérable. Mais il faut d'abord dire que toutes les espèces transforment le milieu dans lequel elles vivent. Nous transformons le monde, nous transformons l'environnement, mais toutes les espèces le font et parfois, pour rendre le monde plus habitable pour elles et pour d'autres espèces, et parfois pour rendre le monde moins habitable pour elles et pour d'autres espèces. Ceci nous laisse entrevoir l'idée que la biosphère, alors je ne parle plus de la nature, parce que je crois qu'on ne peut plus parler de la nature tant le mot est lié à l'extériorité humaine par rapport à ce concept, la biosphère est un système dynamique réglé par des interactions extraordinairement compliquées dans lesquelles nous sommes, vivants parmi les vivants, des acteurs parmi les acteurs, et que la question est celle de la dynamique évolutive de ce système. Est-ce que les transformations que nous opérons peuvent rendre le monde plus habitable ou moins habitable, sachant que des transformations opérées par certaines espèces sur leur milieu peuvent créer les conditions de leur propre disparition. Autrement dit, voir la biosphère comme un système dynamique dont nous sommes des acteurs parmi les autres, c'est aussi, je crois, pouvoir donner une idée de ce qu'est la responsabilité, qui est, je crois, la rationalité scientifique et la rationalité technique appliquée à une compréhension de la dynamique évolutive de ce système. Et je crois que réfléchir à la question de savoir si nous rendons le monde plus habitable ou moins habitable suppose la conjugaison des efforts d'au moins deux sciences. L'économie, c'est-à-dire la science des échanges dans la maison humaine, et l'écologie, c'est-à-dire la science des échanges dans le milieu du vivant. Voilà ce que je voulais dire. Merci Roland Cher. Pierre-Henri Gouillon, ce vieux dualisme qu'on va laisser tomber entre nature et culture, c'est un peu votre ennemi. Vous voyez souvent cette question de la distinction de l'homme dans l'arbre du vivant revenir par la fenêtre, malgré tout sous d'autres aspects. Vous vous alertez depuis très longtemps sur la disparition de la biodiversité. Vous en appelez même à un grand décentrement, à la reconnaissance d'un crime écologique aussi catastrophique que le crime contre l'humanité. De quelle manière cette question de l'homme, un animal contre nature, résonne-t-elle pour vous? Et si, après tout, la biologie devenait capable de fabriquer le vivant, nos problèmes ne seraient-ils pas résolus? Ça dépend ce qu'on fabrique comme vivant. Je voudrais vous dire d'abord qu'effectivement, je trouve très intéressant de regarder l'évolution de nos débats sur ces questions depuis quelque temps. Ceci dit, ça évolue tout doucement. Et puisque j'ai deux philosophes avertis de chaque côté, je vais me méfier de ce que je dis. Mais il y a quelques années, il y a eu un événement tout à fait amusant, moi j'ai trouvé, c'est l'arrivée d'un atlas de la création, oui, qui a été donc envoyé à pratiquement tous les gens qui s'occupent d'évolution de près ou de loin en France, écrit par un créationniste turc, un grand renfort de moyens, et envoyé aussi à tous les centres de documentation scolaire. Alors le ministère de l'Éducation nationale s'est ému de ça, a évidemment rapidement produit une circulaire expliquant aux établissements scolaires que ce livre n'était pas au programme
et qu'il n'était pas à mettre entre les mains d'enfants non avertis. Et le ministère a organisé un grand colloque sur l'évolution. Et on y était, voilà. Et donc les premiers ateliers, c'était des ateliers un peu disciplinaires. Et le plus reconnu comme philosophe du darwinisme en France organisait donc un petit séminaire avec les philosophes pour commencer à discuter de ça. Et je l'ai vu ressortir avec de la fumée qui sortait par les narines. Et il avait été avec des inspecteurs de philo et quelques profs de philo pendant toute la séance. Et il m'a dit, je les supporte plus. La seule chose qui les intéresse, c'est qu'on leur dise ce qui fait la différence entre l'homme et l'animal. Et donc, cette espèce d'obsession pour trouver quelque chose qui nous sépare de l'animal, et alors qu'évidemment, cette phrase est impropre, il faudrait dire, comme c'est dit là d'ailleurs, l'homme et les autres animaux. Parce que si on dit la différence entre l'homme et l'animal, rien que dans la phrase, on exclut l'homme. Eh bien, je pense que ça a été un point assez important, et ça reste un point assez important dans ces discussions. Et voilà, alors, il s'agit bien de distinguer l'homme contre le reste de la création. Soyons clairs. Alors, ça aussi, c'est un autre point. Je voudrais dire que beaucoup de gens se pensent évolutionnistes, c'est-à-dire qu'ils admettent volontiers que les êtres vivants ont été fabriqués par un processus évolutif. Mais une fois qu'ils ont dit ça, ils redeviennent tout à fait créationnistes. C'est-à-dire que l'évolution a remplacé Dieu, mais le monde nous est donné par un mécanisme qui n'est plus Dieu, mais un processus évolutif. Et d'ailleurs, avec là-dedans des contre-vérités extraordinaires. Par exemple, beaucoup de gens qui se croient évolutionnistes vont vous dire que la sélection naturelle et les processus évolutifs ont produit toutes les espèces, et puis à la fin, ça a produit l'homme. Mais évidemment qu'on n'est pas la dernière espèce apparue sur Terre. Qu'est-ce que cette histoire? La dernière espèce apparue sur Terre, à ma connaissance, c'est les moustiques du métro londonien. Ils sont apparus il y a quelques dizaines d'années, il n'y a pas de quoi... Comment? Il n'y a pas de quoi rivaliser. Le maïs de Monsanto? Ouais, non, mais je croise encore avec les autres. Donc voilà, en tout cas, tout ça pour dire que l'évolution, tout compte fait, elle n'est pas intégrée. Elle n'est pas intégrée, et ça, je me rends tout le temps compte, je n'ai pas le temps d'en discuter tout de suite. Si ça vous intéresse, on y reviendra, mais elle n'est pas intégrée parce que la biodiversité est vue comme une espèce de donnée. Que ça soit d'ailleurs la diversité des formes sauvages, ou la difficulté des formes cultivées. C'est-à-dire qu'on exploite la nature comme si jamais c'était une mine de charbon. L'idée que c'est un processus dynamique dans lequel on travaille, et que si jamais on l'exploite d'une certaine façon, elle va refabriquer de la diversité, puis d'une autre façon, elle n'en fabriquera pas. Ce qui est remarquable avec la biodiversité, au fond, c'est que c'est une ressource qui est renouvelable ou non, selon comment on la traite. Le pétrole et le charbon, si vous voulez, vu le temps qu'il faut pour en fabriquer, il n'est pas question que ce soit des ressources renouvelables. On n'a pas le temps d'attendre que ça se soit fait tout seul. Le soleil, c'est une ressource absolument renouvelable. Et quoi qu'on fasse, il continuera jusqu'au jour où il en aura marre. Mais d'ici là, ça sera une ressource renouvelable. La biodiversité, c'est différent. C'est quelque chose qui est dynamique, qui est vivant, justement. Et donc qui ne nous est pas donné par un processus qui aurait fini maintenant par fabriquer quelque chose, mais qui est en cours de production. Et penser les choses comme ça change énormément de choses, que ça soit pour la nature sauvage ou encore plus pour la nature cultivée. Quand on est en train de mettre toutes les semences du monde dans un frigo souterrain au Svalbard en Norvège, on a une pensée créationniste. Puisque ça veut dire qu'on fige le système tel qu'il est, puis on va essayer de l'exploiter comme une mine. C'est mort de toute façon dans un frigo. Ne croyez pas que les graines vont rester vivantes, elles seront mortes, donc ce sera juste de l'ADN. Voilà. Alors, comment se fait-il qu'on en soit là? Comment se fait-il qu'on ait à ce point-là pas la capacité de comprendre qu'on est dans un processus qui bouge tout le temps? Eh bien, effectivement, je pense que Roland Scher a commencé à y faire allusion, je voudrais revenir un peu là-dessus. Moi, j'aime bien regarder comment la classification des êtres vivants nous place. Alors, vous savez qu'on est des êtres vivants d'abord. Et ça, c'est drôle parce que si vous dites à quelqu'un « vous êtes un être vivant », c'est pas une insulte. Mais on est des animaux. Alors, si vous dites à quelqu'un « vous êtes un animal », c'est une insulte. Extraordinaire, hein? On est des vertébrés. Bon, je ne crois pas que ce soit vraiment une insulte non plus. Des mammifères. Bon, sauf dans certains cas où ça se moquerait particulièrement d'une caractéristique physique de la personne, c'est pas vraiment une insulte. Et puis après, on est des singes. Alors là, paf, ça redevient une insulte. Donc c'est intéressant de voir que les différents niveaux de classification
il y a animaux et singes qui sont des insultes et pas les autres. Et en fait, c'est ceux qui nous rappellent vraiment notre existence d'être vivant, justement. Et je crois que vraiment, il y a une sorte de ce que Dominique Lestel a appelé la détestation de la nature. Détestation de la nature dans l'homme et détestation de la nature autour de l'homme. C'est vraiment, je pense, un point important. Alors, pourquoi on déteste la nature? Effectivement, je pense qu'il y a de quoi avoir peur de la nature quand même. Il faut admettre qu'elle provoque des cataclysmes divers, que ce soit la foudre ou diverses catastrophes naturelles. Et effectivement, dans un premier temps, les humains ont sans doute largement utilisé la prière d'un dieu quelconque pour essayer de se protéger, demander à Dieu de nous protéger. Puis, un jour, on a découvert que la science, ça marchait mieux que Dieu. Et donc, on s'est mis à prier la science de nous protéger contre la nature. Mais effectivement, au fond, au moment des Lumières, au moment de la création d'une science au sens actuel du terme, eh bien, quand je dis une science au sens actuel du terme, c'est pas que les Grecs anciens n'avaient pas fait déjà, mais c'est que je pense que l'inscription de la science dans la société aujourd'hui a pris un tour particulier. Voilà, aujourd'hui d'ailleurs, on peut facilement imaginer que c'est la nature qui prie Dieu de la protéger contre nous. Et c'est un théologien qui m'a dit ça une fois. Voilà, alors la science, comme nous libérant des difficultés naturelles, nous protégeant contre la nature, eh bien c'est quand même bien ça l'idée de progrès qui naît au moment du siècle des Lumières. On en a déjà parlé. Et ce mythe du progrès, moi je le trouve fascinant parce que je le vis au jour le jour avec mes collègues scientifiques. Il faut quand même savoir que la communauté scientifique dans son ensemble a une vision religieuse du progrès. Et religieuse, j'insiste sur le terme, avec des intégristes comme Claude Allègre, que Dieu a puni d'ailleurs quand même, mais... Provisoirement peut-être. Oh, je ne suis pas sûr qu'il s'en remette là, on n'entend plus parler de lui. Enfin bon. Oui, donc le mythe du progrès, il faut bien voir l'idée qu'ont la plupart des scientifiques de leur action sur le monde, c'est que le développement des sciences permet d'améliorer notre connaissance du monde, de la compréhension, et puis du coup, ça va permettre de développer des technologies. Et ces technologies vont permettre d'accroître le confort humain, et il n'y a pas de doute, ça a marché quand même à pas mal de points de vue. Il ne s'agit pas de dire que tout ça est faux. Là où ça commence à vraiment mal se passer, c'est quand l'idée devient que, eh bien, grâce à cette augmentation du confort, les humains vont pouvoir débarrasser des contraintes de base de la vie, s'élever l'esprit et qu'on va avoir une élévation intellectuelle et morale. Alors là, on peut se poser des questions. Voilà, je pense que ça pourra faire partie des choses qui se débattent. Il n'est pas certain que les gens qui sont dans la situation la plus confortable dans le monde soient les plus moraux, ni même les plus instruits parfois. Bon, bref, je ne vais pas développer maintenant. Si vous voulez, on en discutera. Voilà, alors, l'une des conséquences de ça, je vais finir là-dessus, ça a été qu'au XXe siècle, il y a eu une espèce d'obsession de fabriquer un homme débarrassé donc, de la nature. On veut se débarrasser de notre côté animal. Et un homme nouveau. D'ailleurs, ce qu'il y a de remarquable, c'est que je vais vous proposer 3 visions de l'homme nouveau. Alors, ça s'est vraiment appelé l'homme nouveau dans 2 circonstances absolument opposées. Ça a été l'eugénisme, dont il a déjà été question. Donc là, pour faire un homme nouveau, on allait le débarrasser de toute l'étard génétique qui pouvait exister dans la population, et après, tout irait bien. Avec l'extrême qui a été donc le nazisme, avec donc toujours cette idée d'un homme nouveau issus d'une épuration ethnique totale qui permettent de faire des individus parfaits. À l'inverse, de l'autre côté du rideau de fer, en revanche, alors là, les gènes, on n'en avait rien à faire. D'ailleurs, ça a été interdit, les gènes. Vous savez que tous les généticiens soviétiques sont morts en prison parce que la génétique a été considérée comme incompatible avec la théorie marxiste, ou plutôt c'est avec les écrits d'Engels que c'est effectivement incompatible, puisque Engels a écrit que tous les humains naissaient absolument semblables et que toutes les différences entre humains venaient de leur environnement. Donc évidemment, ce n'était pas très compatible avec la génétique. Et du coup, donc, à l'Est, on a essayé de fabriquer l'homme nouveau en changeant l'environnement. C'est-à-dire, on fait une révolution et après, grâce à ce nouvel environnement, on va fabriquer l'homme nouveau totalement modifié grâce à ce changement environnemental. Ce qui est intéressant, c'est que dans les 2 cas, ça a été un échec cuisant. L'homme nouveau, pour le moment, ça a amené que des désastres. Alors,
On a donc la troisième version qui est née à la fin du XXe et qui se développe au début du XXIe, c'est le transhumanisme. Alors ça aussi, c'est un sujet dont on pourra parler, je ne veux pas le développer maintenant, mais donc l'idée que l'évolution biologique étant trop lente, eh bien, il faut faire évoluer les humains grâce à notre technologie, se mettre des puces Google dans le cerveau pour pouvoir interroger Google sans avoir besoin d'une prothèse dans ce genre-là, etc., etc. Et donc, voilà, je crois qu'aujourd'hui, eh bien, cette idée, cette dualité, enfin, non, pardon, ce conflit entre des gens qui pensent qu'il faut que les humains se développent absolument indépendamment de leur aspect animal et de la nature, cette détestation de la nature, on la voit dans des tas de circonstances, et puis il y a des mouvements qui se sont créés allant dans l'autre sens, demandant que les humains soient plus inscrits dans la nature, avec de l'autre côté effectivement des excès, du genre tout ce qui est naturel est bon, pour en revenir, qui servent au premier d'ailleurs à dire que les seconds sont des idiots. Et donc voilà, on est dans cette situation compliquée, et effectivement la question de savoir si les humains pourront gérer leur action vis-à-vis de la nature et reprendre une vision de la nature qui soit ni négative ni béate, mais dans laquelle on puisse se penser comme un élément dans la dynamique d'un système, je crois que c'est un très gros enjeu pour nos sociétés. Voilà, merci. Alors, Dominique Bourg, vous êtes aussi un penseur de la technique, puisque vous avez montré comment, d'une certaine manière, c'est la technique qui fait l'homme. Que faudrait-il changer dans notre idée de la nature pour penser les limites de la technique correctement ? La question n'est pas simple. Moi aussi, je vais refaire ma petite généalogie, parce que, pour revenir à cette question de la technique, effectivement, et on peut remonter à Aristote, si on veut connaître l'inconnu, il faut le connaître à partir de ce qu'on connaît. Ce qu'on connaît le mieux, c'est ce qu'on fabrique, donc la technique. Et on imagine qu'il faut se caler en fait sur la technique pour comprendre la nature. Et Aristote allait jusqu'à dire que finalement, si la nature faisait les maisons, elle la ferait comme les hommes les font. Et donc là, on a un petit peu l'origine, si vous voulez, ce qui donne l'impulsion à la relation proprement occidentale à la nature, qui va se faire effectivement en collant toujours à cette idée de la technique. Et on arrive donc à grandes enjambées, on arrive à la révolution galiléenne, qui va faire s'effondrer le cosmos des anciens. L'univers était une sorte d'être vivant, et puis finalement la nature va nous apparaître comme parthèse, extra-parthèse, comme purement extérieure, comme purement mécanique. Et puis l'homme va se trouver le seul là à avoir du sens, à être lié à la flèche du temps, et on a une espèce là de fait effectivement d'opposition radicale entre l'humanité et la nature. Et un de ceux qui l'a le mieux pensé en prenant la perspective anthropologique, c'est Philippe Descola, en disant qu'effectivement, fin 16e, début du 17e, naît ce qu'il appelle le naturalisme, c'est-à-dire la manière proprement occidentale de comprendre la nature. Et finalement, il y a une très belle formule en disant nous avons procédé à une espèce de naturalisation du monde, c'est-à-dire on va imaginer que finalement seuls les humains ont une intériorité, et que sur le plan de leur composante physique, mais ils sont absolument équivalents aux autres êtres, mais en revanche, ils sont les seuls à pouvoir se représenter, à avoir de la pensée, à promettre, à contracter, à avoir des intentions. Et donc, l'humanité va se couper totalement du reste de la nature. Et finalement, on est parti sur l'idée d'une nature externe, d'une nature abstraite, et on la retrouve aujourd'hui en quelque sorte en boomerang. C'est-à-dire qu'effectivement, la nature d'aujourd'hui, si vous la voyez autour, je sais pas moi, au travers du boson de Higgs, c'est quand même extrêmement abstrait. On ne peut plus du tout l'appréhender par les sens. Elle fait plus de sens pour nous de cette manière-là. Elle est totalement en dehors de notre aptitude sensorimotrice. Et en fait, finalement, notre environnement est tout aussi abstrait aujourd'hui que le boson de Higgs. C'est-à-dire que les relations qu'on peut avoir avec lui, tant est qu'on cherche vraiment à les avoir, on va parler en termes de ppm pour parler du changement de la composition chimique de l'atmosphère. On va avoir affaire à une nature extrêmement abstraite,
et qu'on ne comprend plus. Et du coup, par exemple, quand on va parler de changement climatique, quand on dit aux gens que la température pourrait augmenter de quelques degrés dans le siècle, eh bien, chacun va réagir en fait avec sa propre expérience. C'est-à-dire, chaque matin, effectivement, la température monte de quelques degrés. C'est pas bien grave. Pourquoi ça serait différent à une échelle plus globale? Alors, et en fait, ce qui est, si vous voulez, ce qui est vraiment dramatique, c'est que, eh bien, on prend ça au pied de la lettre. Et finalement, ce naturalisme aujourd'hui, tel que le pensait Descola, il est vraiment le socle de notre culture, et toute l'économie moderne est fondée là-dessus, et tous nos credos sont fondés là-dessus. C'est-à-dire que par nos activités, on détruit une part du capital naturel que l'on a reçu, et chacun de nous, comme tous les économistes à peu de choses près, pense que finalement, on va pouvoir substituer à cette partie du capital naturel que l'on détruit, eh bien, du capital reproductible, c'est-à-dire des techniques, des artefacts, et qu'il n'y a aucune limite aux destructions de la nature. Il n'y a aucune limite, alors les deux vont absolument ensemble, et à ce qu'on appelle la croissance. C'est-à-dire la croissance, c'est des flux de matière, des flux d'énergie qui sont sans cesse eux-mêmes en augmentation. Et puis, eh bien, tout ce qu'on détruira, on pourra le remplacer. Et que vous parliez à François Hollande, à Nicolas Sarkozy ou à tous nos grands économistes, pour eux, c'est une vérité évidente, première, que personne n'est vraiment en mesure de contester, et tout le monde y adhère. Et j'en veux pour preuve qu'on atteint aujourd'hui un degré de dégradation, effectivement, de notre environnement, de la biosphère, qui est vraiment absolument effrayant, et je dois vous dire que tout le monde s'en fout. Ça n'ébranle personne, personne ne descend dans la rue pour défendre le climat, la biodiversité, nos amis les bêtes. Ça n'intéresse que fort peu de monde. Alors, une des raisons, effectivement, de cette indifférence, c'est ce credo selon lequel il n'y a pas de limite, il n'y a absolument aucune difficulté. Et l'autre raison, c'est qu'en fait, eh bien, les dégradations que l'on produit renvoient à cette abstraction, et puis elles sont en général extrêmement distantes. Extrêmement distantes. Prenons par exemple le cas du changement climatique. On va retrouver d'une autre manière cette forme d'abstraction. Le changement climatique, c'est très compliqué d'imaginer la responsabilité de chacun. D'ailleurs, si on pose la question en termes de responsabilité individuelle, je dirais que c'est déjà fichu. Parce qu'il y a problème à partir du moment où on dépasse un certain seuil à l'échelle planétaire. Ça n'a rien à voir avec un individu, d'une part. D'autre part, eh bien, les chaînes causales qui vont conduire à des dégradations qui sont déjà là, il faut bien le rappeler. Le changement climatique, ce n'est pas un problème pour l'avenir, c'est un problème déjà largement au présent. Ce sont des chaînes causales très très complexes. Et puis finalement, les victimes sont distantes dans l'espace et dans le temps, et parfois dans les deux cas. Alors en revanche, ce qui nous fait vraiment réagir, ce qui fait qu'on va se bouger, eh bien, c'est quand on a affaire au viol de ce qu'on peut appeler la règle d'or. Pas de ce qu'on peut appeler, de ce qui s'appelle la règle d'or, c'est ne fais pas autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fît. Si on ne tombe pas sur un sadomaso, en général, ça marche. C'est probablement un legs de l'évolution. Alors, la règle d'or ne fait pas qu'on ne va pas la violer, vous savez bien, mais l'intérêt, c'est que lorsqu'on la viole, eh bien, on ressent un sentiment de justification. On doit se justifier très très fort. Pensez à la fable du loup et de l'agneau, de La Fontaine. L'agneau, enfin plutôt le loup est proprement humain. Il ne va pas croquer innocemment comme ça, sans justification l'agneau. Il va devoir se justifier de manière oiseuse, mais sans ça, il ne le croquerait pas. Et c'est un mécanisme très puissant. Le premier à l'avoir vraiment vu, c'était François d'Assise, mais Gandhi va en faire le socle de la non-violence. C'est-à-dire que si vous restez debout devant la violence d'autrui sans répondre, alors, pas facile, surtout au début, vous enrayez le mécanisme de justification de la violence, et finalement, l'agression s'arrête, même si vous risquez de payer très cher, même parfois de votre vie même, dans un premier temps. Eh bien, ça ne marche pas avec les problèmes d'environnement, parce que les dégradations qu'on inflige, elles ne tombent pas dans ce périmètre de la proximité. Je ne les vois pas, je ne les sens pas, elles sont lointaines. Donc je n'ai aucun sentiment de justification.
Imaginez en revanche que lorsque l'on prend sa voiture, eh bien, on voit les victimes du changement climatique s'allonger dans le sillage de l'automobile. Normalement, on réagirait. Alors même, il y a peut-être certains néolibéraux qui continueraient à avancer et puis qui justifieraient après, mais quand même, on réagirait. Or là, c'est pas le cas. Et donc, c'est toute la difficulté dans laquelle on est. On est pris au propre piège de l'abstraction au travers duquel, entre guillemets, on a conçu la nature. Et donc, ça n'accroche plus sur ces mécanismes qui étaient ce mécanisme fondamental qui était celui de la règle d'or. Et donc on en arrive à cette situation où on aboutit même à une espèce de comique, si vous voulez. Vous prenez par exemple le processus international de négociation sur le changement climatique. À partir de quand les nations ont reconnu qu'on ne devait pas dépasser l'objectif d'une augmentation de 2 degrés d'ici à la fin du siècle? Eh bien, on a commencé à le reconnaître à partir du moment où ça devenait impossible de l'atteindre. Grosso modo, si on y avait eu un accord à Copenhague en décembre 2009, à partir de janvier 2016, on aurait pu, à l'échelle mondiale, baisser nos émissions globales de 3% par an. Ça aurait été très très difficile. Je vais y revenir. Mais c'était peut-être pas totalement impossible. Depuis l'échec de Copenhague, on s'est engagé sur une période justement de réduction volontaire des États. Alors ils sont tous à 3 degrés dans ce qu'ils promettent, dans ce qu'ils font, ça sera au-delà de 3 degrés. Probablement parfois plutôt une trajectoire à 4 si ce n'est plus. Mais bon, cette période d'engagement, elle va jusqu'à décembre 2020. Et donc ce serait à compter de janvier 2021 qu'on pourrait prendre des mesures qui serait une suite à Kyoto, contraignante, pour effectivement ne pas dépasser cet objectif de degrés. Alors pour ce faire, à partir de janvier 2021, il faudrait réduire nos émissions à l'échelle globale de 5% par an. Attention, 5% par an en global. Donc il est clair qu'un Indien qui émet aujourd'hui 1,5 tonne, dans un premier temps, on va lui permettre d'augmenter encore. Et c'est tout à fait normal. En revanche, un Américain qui émet entre 18 et 19 tonnes, et sans compter l'énergie qu'il importe, eh bien, pour atteindre ces 5% global, pour un Américain par an, ça risque d'être largement plus de 10, voire peut-être 20 ou 25% par an. Autant dire que ce n'est pas possible. Et pour nous, même si on émet moins, l'objectif est aussi quasiment inatteignable. Et donc voilà, on s'est mis dans cette espèce d'impasse qui est due à la fois à l'histoire longue qui est la nôtre, culturelle, au fait que l'impasse dans laquelle on s'est mise, eh bien, on n'arrive pas aussi bien à nous représenter moralement la nature, finalement. On n'arrive pas à la représenter politiquement. Donc, on est dans une espèce d'impuissance. Et puis, on est tellement impuissant que maintenant, on s'est dit, finalement, puisque nous sommes impuissants, puisqu'on n'arrive pas à changer, continuons. Et poursuivons de plus belle une certaine forme de fête industrielle. C'est effectivement ce qu'on fait, c'est haro sur le gaz de schiste, l'Antarctique a bien à se tenir, etc. Bientôt, c'est les transhumains, et il n'y a plus rien à bouffer. C'est pas grave, on sera une cervelle dans une bouteille, on se nourrira autrement. Bon, c'est un peu le point où on en est, et c'est effectivement un peu dramatique quand même. Bien, alors que faire tout de même face à ce constat assez tragique? Vous êtes tous les trois bien placés pour être des hommes d'influence. Enfin, vous avez chacun à votre actif été des experts, consultés, vous avez produit des rapports, des informations. Comment se fait-il que cette préoccupation écologique, parce qu'il ne s'agit pas seulement de persuader tout le monde d'éteindre sa lampe ou de rouler en vélo dans les villes, il s'agit véritablement de changement politique et de sensibilisation politique. Qu'est-ce que, en dehors de ce que nous venons tous de ce que vous venez tous d'expliquer, qu'est-ce qui explique cette difficulté des politiques à entendre ces alertes comme étant des alertes dont ils pourraient être responsables? Vous pouvez tous les trois répondre, je pense, parce que... Moi, je crois que c'est pas les politiques qui ont du mal, c'est tout le monde. Alors, d'abord, Jean-Pierre Dupuy a dit un truc qui est bien célèbre parmi nous. Il a dit, à propos des changements climatiques, on n'arrive pas à croire ce qu'on sait. C'est-à-dire qu'effectivement...
on peut très bien savoir que tout compte fait, comme le dit Clive Hamilton, d'ici quelques années, nous n'habiterons plus la même planète, ça ne sera plus la même. Les endroits aujourd'hui habitables ne le seront plus, peut-être que des endroits non habitables le seront. Moi, je crois que une des choses extraordinaires qui va se passer pour l'humanité, c'est qu'après des années de sédentarisation, il va falloir qu'on redevienne nomade. Je ne sais pas si vous vous imaginez ce que ça... Comment ? Pas à 10 milliards ? Ben si. Je pense que... Enfin, bon, on verra bien, mais moi, je pense que justement, il va y avoir nécessairement des migrations massives. Or, dans le monde politique tel qu'on l'a construit actuellement, rien que ça va déjà être énorme. Bon, et donc... alors, on a des discussions assez dures à la Fondation Nicolas Hulot sur un sujet, c'est que moi, personnellement, ça fait des années que je dis que tout ce qu'on peut faire, nous qui réfléchissons à ces questions, c'est essayer de prévenir nos concitoyens de manière à ce que le jour où il y aura une catastrophe, ils comprennent ce qui leur arrive et qu'enfin, ils soient prêts à faire les sacrifices qu'il faut pour que ça ne continue pas comme ça. Je n'ai aucun espoir qu'en l'absence d'une catastrophe, on arrive à faire quoi que ce soit. À la Fondation Nicolas Hulot, il y a des gens très optimistes qui pensent que vraiment, si on arrive bien à expliquer aux gens, il n'y aura pas besoin d'attendre la catastrophe pour que ça se fasse. D'ailleurs, la question qui se pose, c'est quelle est la taille de la catastrophe qu'il faudra pour qu'on accepte d'abandonner tout ce confort qu'on a actuellement et qu'on accepte d'arrêter de croire que, et je reprends une des idées que Dominique vient de donner, et qu'on discute beaucoup dans le livre avec Michael Benassec, c'est cette idée que tout est possible. Aujourd'hui, on a un sentiment de toute puissance grâce à notre technoscience qui est absolument incroyable. On pense que tout est possible, tout est devenu possible. Alors effectivement, pour les transhumanistes, transférer son cerveau, même pas dans une bouteille, mais dans un ordinateur comme ça, on pourra le recopier de disque dur en disque dur et devenir immortel, etc. etc. Moi, je pense que c'est une vision du monde comme un Lego, hein, où on peut changer les morceaux comme ça, puis le reste va rester comme ça. Or, le monde, il n'est pas du tout comme ça. Comme je vous l'ai dit, il est mouvant, il est complexe. Et donc, quand on touche à certains morceaux, ben, on est incapable de prédire toute une série de conséquences. Et ce qui est intéressant avec les promesses de la technoscience, c'est que c'est quand même des promesses. Moi, je pense que cette idée de progrès, je voudrais vous convaincre qu'il s'agit vraiment d'une sorte de religion. Et elle a plein de points communs avec la religion. Et il y en a un qui est très intéressant, c'est le fait que c'est toujours demain. C'est pas aujourd'hui que vous allez intérêt, c'est demain quand ça va aller mieux. Regardez. La faim dans le monde. On vous a dit qu'il fallait faire des OGM pour nourrir la planète. Mais pas aujourd'hui. Alors c'est drôle qu'on ne veuille pas la nourrir aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on produit assez pour tout le monde et il y a 1 milliard de gens qui n'ont pas assez à manger. Mais ça, on ne s'en occupe pas. On s'occupe de faire de la technique pour que demain, tout le monde ait à manger, sans régler le problème aujourd'hui. Ça, vous voyez, c'est typiquement une projection religieuse dans un avenir radieux, sachant que aujourd'hui, tant pis pour vous, c'est comme ça ne marche pas. Donc, je pense que vraiment, il y a là quelque chose qu'il faudrait qu'on arrive à abandonner, ce sentiment de toute puissance, et je pense, justement pas, pour revenir à mon début, qu'on puisse perdre ce sentiment de toute puissance sans avoir un gros ennui. La difficulté, ce sera que quand on a le gros ennui, on ne croit pas que ce n'est pas de notre faute. C'est-à-dire que les catastrophes naturelles, elles s'appellent catastrophes naturelles, justement, et ça veut dire que ce n'est pas nous. Et donc le jour où, effectivement, à cause du changement climatique, il y aura des catastrophes climatiques extrêmement graves qui finiront par nous toucher, et pas seulement les types du Darfour, dont la plupart des Occidentaux se foutent complètement, et ben là, peut-être qu'effectivement, on commencera à réfléchir aux questions de climat. Le jour où, à force de faire des OGM et d'homogénéiser les cultures au niveau mondial, on aura une maladie qui foutra en l'air un quart de la production mondiale de nourriture et créera une famine mondiale, peut-être, la question, c'est, le jour où vous verrez ça, est-ce que vous direz, c'est quand même pas de chance qu'il y ait eu cette maladie qui a attaqué toutes nos belles cultures ? Ou est-ce que vous direz, c'est à cause des salopards qui ont fichu en l'air la diversité dans les plantes cultivées ? Moi, tout ce que je peux faire, c'est vous dire, je vous préviens, ça va arriver. Et le jour où ça arrivera, ça ne sera pas à cause d'une saloperie qui est venue attaquer nos cultures, ça sera à cause de nous qui avons homogénéisé nos cultures et avons créé l'émergence de cette cochonnerie-là. Donc voilà, moi, je ne crois pas qu'on puisse faire grand-chose de plus que ça. Je suis désolé, c'est peut-être un manque d'ambition grave de ma part. Mais si on arrive au moins à prévenir nos contemporains qu'on est en train de faire d'énormes bêtises et que le jour où ce qu'on est en train de vous prédire se produira, sachez l'analyser et prenez vos responsabilités.
Eh bien, effectivement, on aura déjà fait quelque chose. Je voudrais vous dire que moi, l'un des exemples, puisque comme je suis généticien, j'ai pas mal étudié les questions d'eugénisme, etc., et de nazisme, pour arrêter cette horreur qui était la stérilisation forcée des gens, qui s'est produite dans tous les pays qui avaient compris la génétique. Donc la France n'avait rien compris à l'époque, elle était sauvée par ça, mais donc tous les pays qui avaient compris la génétique dans les années 20-30, il a fallu rien moins que la déportation massive dans les camps de concentration et la découverte de ces camps de concentration. Et pour créer le concept de crime contre l'humanité, il a fallu Nuremberg. Et moi, la question que je me pose, c'est quand est-ce qu'il y aura un Nuremberg de la biodiversité, un Nuremberg de la nature, où effectivement on créera le concept de crime contre l'environnement. Je pense qu'un jour ou l'autre, on le fera. Et la question, c'est... Voilà, il faudra sûrement un truc aussi grave que l'Holocauste. Et dans le box des accusés, il y aura toute l'humanité. Comment ? Dans le box des accusés, il y aura Alors, ce qui est toute l'humanité. intéressant, c'est que dans le box des accusés à Nuremberg, il n'y avait pas les scientifiques. Non. Non, les vainqueurs se les étaient partagés avant. Donc, il y avait les exécutants, mais pas les théoriciens, si vous voulez. Et donc, nous, on est tranquille, hein, mais il y aura des exécutants. Voilà, je pense qui seront tout à fait fautifs, effectivement, que ce soit le président de la Goldman Sachs ou un chef politique quelconque, ou le président de Monsanto. Oui, mais je voudrais peut-être essayer de tempérer ou je ne sais pas si c'est l'espèce de pessimisme qui est en train de s'abattre sur cette salle. Et je vois, enfin, non, non, simplement allez-y, Roland. Une réflexion. Réenchantez-nous. Non, je ne veux pas réenchanter personne, mais la catastrophe est-elle nécessaire pour qu'on apprenne ? Peut-être, mais tant qu'elle n'a pas eu lieu, nous devons tout faire pour qu'elle n'arrive pas. C'est une espèce de maxime de morale élémentaire, je veux dire, de maxime de morale élémentaire qui consiste à dire que celui qui se bat risque de perdre, celui qui ne se bat pas a déjà perdu. Bon, alors, ensuite, comment faire ? Moi, j'ai pas la solution. Comment faire ? Comment s'y prendre, etc. J'ai pas la solution. Je pense qu'en effet... moi, je suis frappé par le sentiment que nous avons que la machine qui fait que la circulation des matières, la circulation des énergies, la circulation de l'information, tout ce qui est amplifié par nos techniques actuelles aujourd'hui et qui prend des dimensions globalisées, toute cette machine, on a le sentiment que personne ne la contrôle. Autrement dit, qu'elle est comme dans une espèce d'emballement et que d'une certaine façon, c'est vrai, dans la vision qu'en ont les positivistes technophiles qui se réclament du progrès, le progrès est aussi une manière de... L'idée de progrès, c'est-à-dire l'idée qu'il y a une espèce de loi de l'histoire qui s'accomplit par-dessus nous, dans notre dos, etc., fait que la question de la responsabilité ne se pose plus, puisque c'est une loi de l'histoire qui nous conduit nécessairement vers je ne sais quel avenir radieux. Je pense qu'il serait faux de retourner cette vision religieuse du progrès dont tu parlais tout à l'heure en une vision apocalyptique au sens de la catastrophe inévitable, et que la question est de savoir qu'est-ce qui fait que les sociétés, moi je dis les sociétés, peuvent reprendre des éléments de contrôle sur cette machine emballée. Je pense que c'est extrêmement compliqué, qu'il n'y a pas de recette toute simple, etc. Mais je pense en particulier que si les sociétés aujourd'hui ne contrôlent plus cette machine, c'est que nous les avons, au cours des 40 dernières années, déléguées au marché. Et que l'idée que le marché allait être le régulateur de la manière dont les innovations sont mises en œuvre dans le monde est une manière de se déposséder de la moindre capacité de contrôler la machine ou d'exercer un minimum de contrôle de la machine. Alors en effet, après la crise des années 20, après la crise de 29, en effet, il y a eu des retours brutaux du contrôle à travers des États totalitaires, et que c'est sans doute pas la bonne solution, mais qu'on a intérêt à relire
cet épisode historique pour comprendre comment, pour essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait reprendre le contrôle de cette machine dont on a donné les clés de notre destin depuis les années 80 au marché. On tourne un peu aussi toujours autour de cette idée de progrès. Si le Dieu du progrès est mort, sommes-nous que dans la régression écrite? Oui. Je te passe la parole après. Moi, je vais revenir sur cette idée, effectivement, de toute puissance. Alors, pour ma part, je défends vraiment l'idée inverse, hein. C'est-à-dire celle de finitude. J'ai un peu essayé de le montrer tout à l'heure avec le caractère fini de nos réactions morales. Bon, je n'ai pas pu parler sur le plan politique, mais on a autant de mal à représenter politiquement la nature qu'on l'a la représenter moralement. Mais je voudrais être très concret pour m'expliquer. Tout à l'heure, quand j'ai parlé de substitution du capital reproductible au capital naturel, c'est le langage des économistes, mais c'est un langage qui est totalement faux, qui est un leurre total. On se demande comment ça peut fonctionner. En fait, on ne substitue jamais du capital reproductible, des techniques, à de la nature. En fait, les techniques sont les intermédiaires entre nous-mêmes et notre environnement. Et donc, en fait, on substitue simplement une technique à une autre pour substituer un compartiment de la biosphère à un autre. Prenons le gaz de schiste que tout le monde a en tête. On commence à plafonner dans nos capacités d'extraire du pétrole et conventionnel. Et qu'est-ce qu'on fait? Effectivement, on va prendre une autre technique, la fracturation hydraulique, et on va aller chercher soit de l'huile de schiste, soit du gaz de schiste, hein, en microbules. En aucun cas, ça ne met un terme à l'idée d'une finitude de la nature. Hein, d'ailleurs, probablement, on a comme réserve globale de pétrole conventionnel, on estime qu'on a entre 2000 et 3000 milliards de barils. Et là-dessus, on a déjà dépensé 1200 milliards de barils. Les gaz de schiste et l'huile de schiste, en totalité, ça serait au maximum 350 milliards de barils. Ça va nous donner un espace de respiration peut-être d'une vingtaine d'années, et encore pas du tout avec les capacités d'extraction qui étaient les nôtres. Ça ne fait même pas reculer le pic. Ça pourra peut-être, la chute après le pic pétrolier, ça pourra peut-être un peu l'amoindrir. Donc encore une fois, on ne substitue pas du capital reproductif au capital naturel, on substitue simplement une technique à une autre pour exploiter une partie du capital naturel qu'on ne savait pas exploiter. Et ensuite, nos techniques, elles sont en but à deux formes de finitude. La première, effectivement, c'est que le capital exploitable, naturellement parlant, est limité, mais pour pouvoir exploiter une partie du capital naturel, j'ai besoin d'une autre partie du capital naturel. Imaginons par exemple que nous soyons en 2050, que la population, alors à l'époque les prévisions, je me fie d'un article qui était publié en 2005, donc les prévisions étaient 9 milliards, on sera probablement, c'est le chiffre médian, ce serait 9 milliards 6, mais bon, peu importe. Imaginons 9 milliards d'êtres humains, imaginons qu'on ait une production d'électricité primaire qui soit 2,5 fois celle d'aujourd'hui, eh bien il nous manquerait une sacrée quantité de cuivre, en fait un quart par rapport à ce qu'il faudrait, pour qu'on ait un niveau de service électrique tel qu'on l'a dans cette salle, à l'échelle de la planète, avec 2,5 fois notre production d'électricité, et une planète occupée de 9 milliards 3. Aujourd'hui, on parle beaucoup de géo-ingénierie. Je laisse tomber pour essayer si vous voulez, de pallier nos déboires climatiques. Je laisse tomber les technologies les plus folles, mettre des miroirs comme ça dans l'atmosphère, au-delà de l'atmosphère, surenrichir le plancton, mettre des aérosols dans le ciel. Là, on est dans tout est possible. Là. Oui, on est dans le tout est possible. Enfin là, c'est vraiment tout est zinzin. Hein. Mais prenons le truc le moins idiot, hein, qui consisterait à absorber une partie, enfin le carbone qu'on a remis dans l'air. Et alors, il existe des arbres, bon, ils sont là pour ça, mais bon, on n'aime plus tellement ces choses-là, on l'a dit au départ. Donc effectivement, on aimerait beaucoup des arbres artificiels, des espèces d'aspirateurs à carbone. Ok, bon, imaginons qu'on veuille faire ça. Eh bien, le problème, c'est qu'il ne faudrait pas simplement absorber le carbone qu'on a mis. Alors, le plus gros, c'est depuis 1950, mais bon, disons depuis 1900, mais c'est pas grand-chose de plus. Non, le problème, c'est qu'on a déclenché des mécanismes qui font que les sols, etc., et qu'on a relargué beaucoup plus de carbone que celui qu'on a émis par nos consommations de fossiles. Donc, en fait, il faudrait absorber entre 120 et 180% par rapport au carbone que l'on a nous-mêmes mis dans l'atmosphère. Et pour ce faire, il faudrait une industrie de l'aspiration du carbone qui
absorberait 9-7 gigatonnes par an pendant un siècle. Et qui elle-même émettrait du carbone? Alors, qui elle-même émettrait un peu de carbone, évidemment. Mais surtout, si vous voulez, c'est-à-dire qu'il faudrait, pour absorber nos conneries, pendant un siècle, faire tourner juste pour ça toute l'industrie énergétique du XXe siècle. Je vous demande où est le modèle économique. Donc, on a effectivement certaines techniques. Dans certains cas, on sait faire un certain nombre de choses, mais nous ne sommes en aucun cas tout puissants. Or, manifestement, la seule rationalité possible, si on voit comment se conduisent les élites, comment se conduit finalement le peuple qui ne descend pas dans la rue, c'est qu'on prend tout ça au pied de la lettre. On pense qu'on va pouvoir faire ça. Sinon, on se bougerait. Enfin, en tout cas, on pourrait se le demander. Alors, effectivement, c'est ça qui est un petit peu dramatique. Maintenant, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Pierre-Henri. Je pense qu'effectivement, c'est une catastrophe qui pourra peut-être nous faire bouger plus. Le problème, il a souligné lui-même, c'est quelle sera l'interprétation de la catastrophe. On va vraiment s'arranger pour ne pas avoir la bonne. Hein. Bon, et beaucoup d'acteurs auront intérêt à ce que ce ne soit pas la bonne. Et puis, si vous voulez, il est sympa que son histoire de catastrophe. Mais alors, en matière de climat, si vous voulez, quand on attend la catastrophe, c'est qu'il est largement trop tard. C'est-à-dire que si vous voulez, il y a une espèce d'espace comme ça dans le temps entre nos émissions et puis leurs conséquences, avec un écart de 3, 4, 5 décennies. Ce qui fait que le jour où on aura un gros pet, alors de toute façon, là, il faudra franchement qu'on absorbe beaucoup de carbone et très très rapidement. Oui, je ne sais pas, mais enfin, ça va être assez délicat. Alors, cela dit quand même, moi je voudrais donner, pas de l'optimisme parce que ça serait hypocrite, mais bon, le genre humain va s'en tirer. Probablement pas tout le monde, hein, mais le genre humain, lui, va s'en tirer. Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme lapsus? Ah, ça c'est intéressant comme lapsus, ouais. Mais probablement pas tout le monde. C'est ce qu'on est en train de faire. Et pour une partie, c'est ce qui va probablement arriver. Bon, mais en même temps, il y a un sens à faire certaines choses aujourd'hui. Il y a partout sur Terre de multiples initiatives de petits collectifs pour essayer d'inventer des nouveaux modes de vie, pour essayer par exemple d'avoir une isolation sans passer par l'RT 2012 et puis des matériaux très rares, des procédés industriels très coûteux, etc. Il y a ce qu'on appelle la permaculture. À l'échelle de la planète, ça fourmille d'initiatives. En général, c'est effectivement une petite portion de la population. Mais pourquoi pas permettre à ces initiatives, si vous voulez, de se développer? Pourquoi ne pas leur donner la possibilité? Nos systèmes libéraux sont ainsi faits que pour ouvrir jusqu'à l'absurdité une certaine forme de liberté, ils ont totalement atrophié une autre. J'essaie de m'exprimer de façon très très concrète. En fait, on peut dire qu'il y a deux formes, c'est plus compliqué que ça, mais enfin on peut au moins distinguer deux formes de liberté. On pourrait parler des capacités individuelles, c'est-à-dire de nos pouvoirs d'agir individuels. Très souvent, je ne dis pas totalement, mais très souvent, ils se réduisent à des actes d'achat sur le marché. Alors ça, évidemment, nos systèmes ont développé ça à fond. En revanche, ils interdisent, je dis bien interdisent, toutes les capacités collectives. Et qu'est-ce que ça veut dire quoi, les capacités collectives? C'est-à-dire qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire seul, on peut les faire qu'à plusieurs. Si vous voulez créer une AMAP, non, vous n'allez pas faire ça tout seul. Si vous voulez créer une crèche coopérative, vous n'allez pas aller faire ça tout seul. Si vous voulez revenir à d'anciennes semences, tout seul, vous ne pouvez pas. Si, paysans, vous voulez presser votre colza pour alimenter votre tracteur, si vous achetez ça tout seul, et si c'est pas tellement possible. Et donc, toutes ces capacités collectives, en général, elles sont totalement entravées par la réglementation pour protéger les acteurs qui interviennent sur le marché. Tant qu'on fera ça, eh bien, on interdira notre faculté d'innovation, d'expérimentation, qui est pourtant capitale pour permettre de nous adapter à un monde de toute façon qui va changer. C'est fini, il va changer. On sort de l'Holocène. On va rentrer dans l'Anthropocène, on ne sait pas tellement ce que c'est, mais en tout cas, on sort de l'Holocène. Et c'est ça que je trouve terrible. Donc, il y a, si vous voulez, on pourrait imaginer, sans que ce soit le grand soir, sans changer de tout notre société, mais on pourrait imaginer libérer un certain nombre d'initiatives, de telle sorte qu'au moins, on puisse mieux apprendre à s'adapter à ce monde qui va changer. Si on s'isole tous avec les produits de Saint-Gobain, je suis désolé, on ne va pas y arriver. Oui. Deux mots sur le progrès. Effectivement, je ne suis pas contre un progrès, contre tout progrès. Non. Je suis contre l'idée de progrès qui est véhiculée par cette idée que
tout est possible et que donc nos technologies nous donnent tout possible et que du coup, effectivement, alors comme l'a dit Roland, eh bien, on va laisser le marché se débrouiller avec ce qui est intéressant ou pas dans ce qu'on est capable de faire. Il y a plein d'idées d'ailleurs qui sont fausses dans ces histoires. Beaucoup de gens pensent que quand on a construit quelque chose, du coup on le comprend. Il y a beaucoup de scientifiques qui pensent ça. Or ça c'est complètement faux, hein, parce que justement quand on construit des systèmes complexes, eh ben, il y a ce qu'on appelle des émergences. Alors si vous avez envie on en discutera, mais c'est un concept absolument fondamental je pense dans tout ce qu'on est en train de raconter là. Le meilleur exemple d'un truc qui est totalement une production humaine et auquel on ne comprend rien, c'est justement l'économie. Hein. Or justement... C'est plutôt quand on démonte qu'on comprend que quand on monte. Ouais, mais même vous démontez, vous remontez, etc. Les émergences, elles sont là et c'est quand même extraordinaire de voir tous ces économistes qui regardent les cours de la bourse pour essayer de deviner ce qui va se passer sur un truc qui est normalement une production strictement humaine. Donc... quand on ne comprenne pas le comportement d'une souris, ça va bien, mais qu'on ne comprenne pas le comportement de nous-mêmes en tant qu'agents économiques, là, c'est déjà plus extraordinaire. Et qui plus est, on n'a pas de vraie science de l'économie, je pense, à l'heure actuelle. Donc Bernard Maris, qui nous accompagne à la Fondation Nicolas Hulot, définit l'économie comme la mise en équation des idéologies. Et je pense que c'est une belle définition. Et donc, voilà. Donc voilà, ça c'est pour dire qu'effectivement, si on veut substituer un progrès subi comme ça à un progrès choisi, il faudrait effectivement se doter des structures de décision autres que le marché. Mais le malheur, et c'est là que moi en tant qu'évolutionniste, je veux dire que pour le moment c'est ça qui m'inquiète, c'est que je pense qu'actuellement nous avons fabriqué un système extrêmement solide. Le néolibéralisme, c'est un truc très solide. Pourquoi ? Parce que c'est fondé sur les principes darwiniens, très explicitement. On a fabriqué un écosystème, éco au sens de économique, ce coup-là, mais vous savez que écologie, économie, ça les mêmes, c'est toujours écos et c'est toujours... D'ailleurs, Darwin n'emploie pas le mot écologie parce qu'il a été inventé après lui par son traducteur allemand Haeckel, mais il emploie le mot économie, qui était le mot pour désigner donc, ce qu'on appelle aujourd'hui l'écologie. Et donc, dans cet écosystème, on est en train de produire des organismes, des structures autoreproductives, qui sont sélectionnés par un processus de sélection exactement comme dans la nature. Et ces nouveaux organismes, ce sont les entreprises. Et moi, je peux vous dire que c'est un système très, 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 très robuste qui peut survivre à des tas de crises. La vie sur Terre a survécu à des tas de crises, c'est pas un problème. Il y en a la moitié, 3/4, 9/10 qui s'éteignent. On recommence. La question, c'est effectivement comment. Si on veut que ce ne soit pas comme ça, il faut qu'on sorte de ce credo néolibéral. Et actuellement, je connais personne qui ait la solution pour en sortir. Voilà. Je connais des slogans politiques pour dire qu'on va sortir de l'Europe, etc. Mais je ne connais pas de méthode pour sortir du néolibéralisme, une fois que tout le monde le joue. Donc voilà, je pense que on vit, et quand Roland disait que personne ne contrôle plus les choses, je pense qu'effectivement, dans un système darwinien, c'est ça qui est extraordinaire quand on regarde le fonctionnement darwinien. C'est que, c'est bien pour ça d'ailleurs que les religieux ne l'aiment pas, quelle que soit la religion, c'est qu'il n'y a pas de pilote, et que ça marche quand même. Mais c'est ça qu'on a fabriqué dans notre économie, et on a tellement bien compris ce qu'on faisait, qu'on a donné aux entreprises le statut de personne, qu'on a osé appeler morale en plus, et que dans les entreprises, les êtres humains sont maintenant appelés des ressources. Donc, les ressources humaines, et voilà, moi je trouve que ça devrait être interdit de parler de ressources humaines, ça devrait faire partie des interdits absolus. Vous voyez, mais voilà, on le fait, tout le monde le fait. Ouais. Non, juste une remarque, je suis tout à fait d'accord avec toi. Cela dit, ce système, rien ne nous dit qu'il est éternel. Je veux dire, c'est un épisode historique. Il y a eu des tas d'autres formes d'économie, des tas d'autres formes de gestion de l'échange parmi les sociétés humaines. Alors, il est extrêmement puissant. Il a à peu près atteint l'échelle globale aujourd'hui sur la planète. D'accord. Sauf qu'il a une histoire, il aura une histoire, et nous n'avons aucune raison de penser qu'il est là pour l'éternité. L'éternité, rassure-toi, effectivement. Mais pour le moment, ce que je ne vois pas, c'est le système de sortie. Voilà. Alors,
pour discuter de là où est la sortie, peut-être effectivement, vous avez des idées, en tout cas des questions. Merci de faire signe si vous voulez prendre la parole et essayez de faire juste en sorte que vos questions soient des questions pour qu'on puisse en prendre un maximum. Oui, ne trouvez-vous pas que c'est inquiétant, cette mode récente de parler d'anthropocène? Ça a été évoqué plusieurs fois dans l'introduction et par plusieurs d'entre vous. Je viens d'assister en un mois à pas moins de 3 séminaires sur la notion d'anthropocène. Le dernier, c'était à l'UNESCO. Et je trouve que, pour le moment, je dirais, c'est illégal d'employer ce mot, puisque la commission stratigraphique de la Commission internationale de géologie n'en parlera qu'en 2016 à Durban. Et actuellement, ils sont extrêmement peu chauds pour cette invention d'un chimiste géo-ingénieur un peu délirant qui s'appelle Crutzen. Donc arrêtons de nous crutséniser. Arrêtons de faire honneur à ce concept extrêmement bizarre. Parce que dire anthropocène, c'est dire anthropos, et se dire, voilà, c'est la faute de l'homme. Eh ben, c'est une erreur de dire c'est la faute de l'homme, parce que l'homme, et là, plusieurs d'entre vous l'ont évoqué, notamment en parlant d'Escola, les sociétés humaines, elles sont extrêmement diverses. Il y a des tas de façons d'être homme sur Terre, il y a des tas de façons de penser à ce que c'est que la nature, à vivre dans la nature ou à penser que la nature est extérieure. Personnellement, je suis ethnologue. Je sais qu'il y a, au dernier comptage, 6909 langues différentes actuellement sur Terre. Ça veut dire 6909 peuples. Je sais, ils sont extrêmement menacés, mais il y a encore 6909 philosophies de l'univers, 6909 façons différentes de penser. Et donc, tout résumer, tout simplifier en disant l'homme, c'est simple, c'est l'homme occidental, c'est une immense erreur parce que, justement, vous parliez des solutions. Ben, les solutions, ça serait de nous désoccidentaliser et de revoir avec extrême modestie toutes ces autres façons de penser. Par rapport à la polémique sur Anthropocène, il y a des gens qui disent non, il faut pointer le monde occidental, il faut dire l'occidentalocène, il faut dire l'industrialocène, il faut dire le mécanocène, il faut dire le thermocène, il faut dire le mégalocène, mais surtout pas, le pire, ça serait de dire Anthropos, c'est la faute à Anthropos, donc c'est l'Anthropocène. Est-ce que vous avez quelques idées à ce sujet ? Est-ce que ce concept d'anthropocène, c'est un concept pour vous scientifique ou politique, finalement? Non, ça a été dit par monsieur. Effectivement, il y a une commission de stratigraphie qui devra statuer à ce sujet-là. Il faut quand même savoir que les commissions de stratigraphie, elles votent. Donc c'est rare en science quand même que l'on vote. Parce qu'on est vraiment sur un temps très long. Donc effectivement, c'est très gênant pour les géologues pour deux raisons. D'une part, on leur demande de statuer sur une époque alors qu'eux, ils ne peuvent le faire qu'effectivement lorsque la chose est révolue. Puis je vais être un peu plus méchant avec eux. C'est quand même une discipline, j'espère que mes collègues ne m'entendent pas, bon, puisque je suis dans une faculté de géosciences, mais leur boulot, ça a quand même été d'aider l'humanité à exploiter un certain nombre de ressources. Donc, mais bon, donc ils vont avoir beaucoup de mal à voter ça. Mais maintenant, laissons tomber ça. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Effectivement, Anthropocène, ça serait assez injuste, parce que c'est en fait une certaine forme de civilisation qui a phagocyté le reste de la planète, pas totalement, mais quand même en grande partie. Et effectivement, il existe aujourd'hui des peuples qui résistent, je sais pas moi, par exemple les Moklen ou les Moken en Thaïlande, les nomades de la mer, qui alors résistent à la consommation de façon générale, de façon très 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 claire, etc. Mais quand même, une grande partie de l'humanité est rentrée dans ce jeu de l'économie néolibérale et de l'industrialisation. Maintenant, ce qui est très gênant avec cette histoire d'Anthropocène, c'est qu'on peut en donner aussi des interprétations très différentes. Et évidemment, celle de Crutzen, c'est un peu celle de l'optimisme, de la croyance au progrès, etc. C'est simplement l'homme, alors anthropos, l'espèce, le genre humain qui va régir de part en part la planète et la biosphère. J'ai vraiment quelques doutes. Et on peut l'interpréter, mais c'est vrai, on ne devrait pas accepter anthropocène, parce que c'est assez injuste par rapport à la diversité humaine. Mais bon, gardons-le avec des guillemets pour le moment.
on peut l'interpréter d'une façon très différente. Effectivement, on peut ergoter à l'infini sur les origines. En tout cas, il y a un moment donné à partir duquel, effectivement, l'énergie vapeur va commencer vraiment à se diffuser de façon vraiment importante. C'est à compter des années 1820. Alors elle atteint déjà là un sommet important d'Angleterre et puis elle va se diffuser dans une partie du monde. On aurait ce premier âge qui irait jusqu'à la veille des années 50. À partir des années 50, on a une explosion effectivement non seulement de la démographie, du PIB, mais en conséquence de tous les flux de matière et des flux d'énergie. Et puis on pourrait imaginer, ça c'est le deuxième âge de l'Anthropocène, entre guillemets toujours, et on pourrait imaginer un troisième âge, c'est-à-dire effectivement qui pourrait très bien advenir dans le siècle, finalement celui d'une humanité qui se retrouvait un peu gros gens comme devant, avec une écoumène, tu as fait allusion, réduite, avec effectivement des ressources accessibles réduites à une peau de chagrin, avec très peu d'énergie fossile, et donc une humanité qui aurait perdu sa capacité à jouer les matamores parmi les autres espèces. Et ça, c'est pas non plus impossible que les choses se produisent ainsi. Donc cette histoire d'Anthropocène est vraiment très sujet à caution par le nom, parce qu'il draine, et en plus il draine des formes d'interprétation qui sont diamétralement opposées. Oui, je voudrais ajouter qu'en revanche, évidemment, moi je pense que les géologues n'ont aucune raison d'accepter d'appeler notre période l'Anthropocène, puisqu'ils n'ont pas donné de nom aux grandes périodes de crise. Or, on n'est pas. Justement, les noms d'époque qui ont été donnés, c'est des noms qui séparent les crises. Or, justement, on est dans la crise, donc ça serait plus logique du point de vue de la géologie d'appeler ça la 6e crise, ou voilà, et on l'a comme ça. Maintenant, je ne serais pas aussi critique vis-à-vis de l'idée d'Anthropocène. Je pense qu'on ne va pas pouvoir avoir un débat complet là-dessus, mais quand même, beaucoup de cultures se laissent emporter par la culture occidentale. C'est-à-dire qu'on voit les vieux qui se maintiennent un petit peu dans le système, et puis les jeunes qui ont quand même envie d'aller regarder la télé et d'aller au cinéma, etc. Et je pense que malheureusement, c'est une caractéristique humaine en général de trouver quand même que tout ça, c'est bien plus rigolo que de travailler toute la journée pour tirer un tout petit peu de bouffe du sol. Donc, moi, je ne suis pas aussi critique que vous sur le mot Anthropocène, même si ses origines ne sont pas aussi géniales que ce qu'on veut. Et je pense qu'effectivement, c'est pas aux géologues d'en décider. La question, c'est de savoir, est-ce qu'on est capable de faire comprendre à l'humanité que les problèmes qui vont se produire au niveau de la planète sont de sa responsabilité. Et quand je dis l'humanité, c'est effectivement tous les gens qui peuvent faire quelque chose au niveau de l'humanité à l'heure actuelle, y compris d'ailleurs les populations dont vous avez parlé, dont j'espère que tout ça leur permettra de reprendre un peu le dessus. Quand vous disiez il faut tout simplement que l'Occident se regarde avec un peu plus de modestie et regarde les autres de façon moins dominante, oui, mais toujours pareil, c'est la question que je posais tout à l'heure. Vous faites comment? Pour le moment, c'est eux qui ont envie de nous imiter, c'est pas le contraire. En tout cas, au minimum, ce concept a l'utilité communicationnelle qui permet de faire passer au moins ce message-là et cette alerte-là. Monsieur. Bonjour. Oui, exactement. Pour l'instant, parce que j'estime que dans vos propos, vous avez quand même traîné la société qui est la nôtre dans la boue. Ils sont des bons à rien, responsables de tous les malheurs, et vous allez voir ce qui va vous arriver, vous n'en êtes qu'au début. Mais comme ce monsieur l'a dit, tout de même, dans tous les pays et tout ça, notre société, on n'a pas besoin de leur imposer nos règles, ils vont vers nous. Et même ceux qui, par exemple, comme moi, ne sont plus très jeunes, mais je peux vous affirmer qu'on vit beaucoup mieux aujourd'hui qu'il y a 50 ans, et que si vous lisez Zola, mais ils se seraient mis à genoux devant nous pour avoir ce que nous avons. Donc, on n'a pas œuvré pour rien. C'est mieux aujourd'hui que ce que ça a été il y a 100 ans. Alors, pourquoi vouloir tout détruire tout d'un coup? Ça, c'est une chose. Et d'autre part, certains ici disent « Ah, il faut dire au monde que... » Mais le monde, ça n'existe pas. Il faut d'abord, à ce moment-là, un système quasi dictatorial pour dire au monde, dites au monde de faire comme ça et comme ça. Ce que je dirais plutôt au monde, c'est que chaque pays devrait avoir son économie à elle, etc.
et voir selon, comme il y aurait par exemple dans un quartier des familles, etc. Un vit comme ça, l'autre vit comme ça, l'autre vit comme ça. C'est pas que un est mieux que l'autre, mais on s'inspire de l'exemple des uns et des autres, et vous allez là où ça vous convient le mieux. Si c'est le capitalisme, c'est le capitalisme. Si c'est l'économie dirigée, c'est l'économie dirigée. Mais dire à 7 milliards et peut-être bientôt 10 milliards de personnes, vous allez vivre comme ça, c'est impossible de les mettre d'accord. À mon avis, ça, c'est une impossibilité. C'est tout ce que je voulais dire. Non, mais je pense que vous soulignez bien la difficulté avec laquelle on est. C'est vrai que c'est très difficile d'en sortir. Moi, je ne vous dis pas qu'il n'y a pas eu d'énormes progrès. Ce que je vous ai dit, le problème, c'est qu'actuellement, nous pouvons prévoir que ces progrès vont montrer le revers de la médaille de façon gravissime sur les questions de climat et de biodiversité. Vous pouvez toujours dire chacun fait ce qu'il veut, mais si jamais, du fait que chacun fait ce qu'il veut, eh ben, la température s'élève tellement que des surfaces énormes deviennent totalement incultivables et inhabitables, que des millions, voire des milliards de gens se retrouvent dans des situations impossibles, eh bien, la question, c'est qu'actuellement, nous ne savons pas gérer ça. Si jamais le progrès tel qu'il est fabriqué aboutit à ce que des maladies réduisent la production agricole parfois d'un coup de moitié, et que du coup, c'est par milliards que les gens meurent de faim, vous ne pourrez pas dire « Ah ben non, on va continuer comme ça ». Vous voyez, le problème, c'est que ce que nous sommes capables de prédire sur les questions de climat et de biodiversité fait que nous ne pouvons pas accepter l'idée qu'on continue pareil et que chacun fasse ce qu'il veut. Ceci dit, effectivement, nous ne pouvons pas empêcher chacun de faire ce qu'il veut. Donc nous pouvons seulement prévenir que cette manière de voir les choses qui est simplement dire puisque ça a marché pendant 100 ans, ça va marcher pendant encore 500 ans, ça, c'est pas vrai. Et donc, on est un peu démunis. Et vous avez raison, on est un peu démunis devant la nécessité de faire changer les choses au niveau global alors qu'il n'existe pas de pouvoir global. Juste à ajouter un élément de réponse. C'est vrai, ça rend précisément la situation très difficile aujourd'hui parce que d'un côté, on continue à bénéficier encore maintenant. Et justement, ça s'élargit à l'échelle de la planète. Et en soi, évidemment, ça, c'est pas une mauvaise chose. Mais on continue à bénéficier des bienfaits de la saga du progrès. Mais on voit déjà... Alors, deux choses. Premièrement, est-ce qu'on était moins heureux en 1960 ou même début des années 70, alors qu'on émettait à l'époque 2 fois moins de CO2? Non. D'ailleurs, les économistes, pour une fois, on va être gentil avec eux, enfin certains d'entre eux, nous montrent que depuis le début des années 70, la courbe qui exprime, si vous voulez, la croissance du PIB et celle qui exprime le sentiment de bien-être, non seulement se séparent, mais même parfois se disjoignent au point de devenir contradictoires. Donc, fiche toute la planète en l'air, prendre les risques gigantesques qu'on prend, alors même qu'on se rend de moins en moins heureux, c'est quelque chose qui est quand même probablement stupide. Donc, voilà. Et le problème, c'est que... Alors, il y a un énorme problème qui est le point de la démographie. Nous sommes effectivement très, très nombreux. Mais je veux dire, de cette saga du progrès, il y a évidemment des choses à en garder. Et tout là où on attend un peu de l'invention, de l'inventivité, de l'innovation au bon sens du terme, c'est comment on peut préserver un certain nombre d'acquis et comment on pourrait quand même vivre d'une façon moins stupide et moins destructrice. Si vous regardez par exemple, je vais dire ça de mémoire, vous allez me dire si je me trompe ou pas, mais si je regarde les rendements en Île-de-France en quintaux de blé à l'hectare en 1880, on doit être à peu près à 13 quintaux l'hectare, quelque chose comme ça. Hein. Bon, aujourd'hui, en bio, vous êtes à 60. Hein, et avec l'agroécologie, on fera encore des progrès. Donc le problème, c'est qu'à un moment donné, on a orienté d'une façon stupide le progrès. On l'a orienté vers une accumulation de biens matériels jusqu'à plus soif, au point de menacer tous les grands équilibres qui nous font vivre. Je ne vois pas pourquoi on devrait être aussi stupide et continuer. Ça ne veut pas dire qu'on va revenir à la lampe à huile. D'ailleurs, il y aura bientôt plus d'huile. Donc, de toute façon, on n'en sera pas là. Mais ça, c'est la question qui se pose. C'est celle-là.
Je voudrais poser une question par rapport aux catastrophes inéluctables. Est-ce que vous ne croyez pas qu'elle est déjà en train d'avoir lieu à Fukushima? C'est quand même une catastrophe qui continue. Elle n'est pas enrayée. Et les Japonais continuent à vivre exactement comme avant. Ils envoient leur riz irradié en Afrique, les poissons, l'océan. Enfin, est-ce que la catastrophe sert vraiment de leçon? Et deuxièmement, par rapport aux milliards de petites initiatives qui sont isolées, quand elles sont coordonnées, est-ce qu'elles ne risquent pas une répression de la part de ceux qui ont le pouvoir et que ça n'intéresse surtout pas qu'elles prennent cours? C'est à peu près ce qui se passe d'ailleurs dans pas mal de lieux. Oui, c'est ce que vous aviez souligné déjà. Oui, pour répondre sur Fukushima, alors moi je suis complètement d'accord, je suis un petit peu les choses, mais l'humanité est quand même assez singulière. Hein. Vous savez, après Fukushima, on a constaté des réactions qui sont très différentes. Hein. Disons, il y a 3 réactions qui sont tout à fait opposées. Vous avez les Anglais, ils sont pas britanniques pour rien. Il y avait un article de mars ou avril, je ne sais plus, mais peu de temps après les problèmes avec les réacteurs de la centrale de Monbiot, qui est vraiment un des grands noms de l'écologie anglaise. Et bien, finalement, Fukushima, ça n'est que ça, donc nous, on fonce sur le nucléaire. Et effectivement, durant l'été 2011, qui a suivi la catastrophe de Fukushima, le Parlement anglais a voté le redémarrage de l'industrie nucléaire anglaise. Vous avez les Suisses qui ont décidé d'en sortir, les Allemands qui ont décidé d'en sortir, et puis les Français qui se sont dit on est tellement bons techniquement que de toute façon les problèmes ne nous arriveront pas. Bon, donc là on est confronté, si vous voulez, pour le coup, alors aussi d'une autre manière à la question de la diversité humaine. Maintenant, par rapport au fait de mailler effectivement ces expériences, c'est sûr, ça c'est clair, qu'il y a un certain nombre de pouvoirs en place, de forces d'opinion, etc., qui s'y opposeront, c'est évident. Mais cela dit, il me semble que c'est vraiment une des choses qu'on devrait faire, mais comme dit mon ami Pierre-Henri, je n'ai pas la clé pour la mettre en œuvre. Il y avait une question devant, monsieur. Ah non, madame d'abord et ensuite monsieur. Oui, bonsoir. J'ai juste une remarque et une question. Une remarque au sujet des économistes. Je vous ai trouvé un peu dur avec les économistes. Je pense qu'il y a des économistes qui se posent vraiment des questions, qui mettent en doute le mythe de la croissance. Les économistes atterrés, le collectif d'alternatives économiques. Donc, je voulais quand même leur rendre hommage. Et ensuite... Excusez-moi, je vous réponds tout de suite là-dessus. Je suis d'accord avec vous. Simplement, ça veut juste dire qu'ils ont une autre idéologie que les économistes néolibéraux. Oui, oui. Donc, pardon. Ils mettent aussi en équation... Enfin, si vous voulez... quand je dis que c'est une idéologie mise en équation, ce n'est pas nécessairement une mauvaise idéologie. D'accord. Oui, vous n'attaquez pas la science elle-même. C'est dépendant de l'idéologie, ce qui est contraire à une science normale, si vous voulez. Juste pour compléter ce que dit Pierre-Henri, et puis je vous redonne la parole juste après, mais c'est récent quand même. Hein. C'est-à-dire, bon, il y a eu Georgescu, Reagan, Daly, etc. Il y a eu le mouvement Ecological Economics, mais quand vous regardez la revue, il y a quand même beaucoup de gens qui sont plutôt mainstream maintenant qui y publient. Mais il est vrai, on constate ça depuis 2009, qu'il y a vraiment de plus en plus d'économistes, même certains qui sont néoclassiques d'origine, qui se posent vraiment ces questions. Et on est assez bien vernis en France parce qu'il y en a quand même pas mal en France, puis effectivement, il y a une belle revue comme Alternative économique qui n'est pas du tout là-dessus. Vous avez raison de rappeler ça, c'est important. Oui. Et donc, une question pour en revenir à l'animal. Vous avez dit au début, toutes les espèces transforment le monde dans lequel elles vivent pour le rendre plus habitable ou moins habitable. Pour les animaux, j'ai quand même... Je ne suis pas une scientifique, mais je m'intéresse quand même aux animaux et je n'ai pas souvent vu le cas que les animaux détruisent leur environnement, mangent plus qu'il ne faut. Enfin, je ne sais pas, à moins que ce soit parce que 3 mois de l'année ou 4 mois de l'année, ils n'ont rien à manger et donc ils doivent faire des réserves. Je pense que l'homme, quand même... il a plus tendance à détruire son habitat, à scier la planche sur laquelle il est assis, alors que l'animal, je ne le vois pas faire ça. Alors je voulais savoir votre point de vue. Oui, je faisais référence en parlant de ça à
un groupe de scientifiques qui travaillent depuis une vingtaine maintenant d'années dans le sillage de Richard Levantine et qui se sont organisés autour de la théorie de la niche construction theory, une théorie de la construction de niche qui se présente comme un enrichissement de la théorie de l'évolution et qui, en effet, en gros, pour dire les choses de manière très simplifiée, consiste à dire toutes les populations vivantes transforment leur milieu et transformant leur milieu et celui d'autres populations vivantes, elles transforment les conditions de leur propre évolution. C'est-à-dire elles sont au fond co-actrices de leur propre évolution. Et alors, à l'intérieur de ça, les scientifiques en question disent qu'il n'y a aucune raison de penser qu'a priori, les transformations du milieu n'ont que des effets positifs. Il peut y avoir des pollutions déclenchées par des populations animales qui obligent les générations suivantes à émigrer, par exemple, à migrer parce que le territoire habité est devenu invivable. Il existe aussi des effets positifs, des constructions d'habitat au sens strict qui consistent en effet, et là je pense en particulier à la discussion qu'on a eue tout à l'heure sur la question des techniques. Je pense qu'il serait absurde et qu'il faut se sortir ça de la tête de considérer que la transformation technique du monde est le monopole de l'espèce humaine. Il y a des transformations techniques et en particulier dès que par technique on ne pense plus seulement aux outils, aux armes, c'est-à-dire à ce qui a pour nous été le commencement d'Homo habilis, enfin le commencement de l'humanité avec les pierres taillées et les pierres polies. Mais quand on pense à la construction d'habitat, quand on pense à ce que font des espèces sociales, quand on pense à ce que font les soins parentaux en matière de construction d'habitat, oui, il y a des techniques animales qui sont beaucoup plus riches et beaucoup plus diverses et qui parfois rendent le milieu plus habitable. Moi, j'essaie d'expliquer dans mon livre que ça consiste en gros à produire de l'homéostasie en dehors du corps, c'est-à-dire à produire un milieu dans lequel un certain nombre de paramètres sont stables, comme le fait le vivant dans son milieu intérieur, pour reprendre une expression de Claude Bernard. Donc, mais en effet, il n'y a pas de raison. Si vous voulez, là aussi, ces transformations du milieu, elles peuvent être neutres, elles peuvent être négatives, elles peuvent être délétères, elles peuvent être positives. La question, je crois, c'est qu'il faut reconnaître qu'il existe des comportements animaux qui accroissent la probabilité de survie des générations suivantes et que s'intéresser à ces techniques-là, ou techniques ou comportements ou techniques, on pourrait en discuter, mais enfin ça dépend des cas, s'intéresser à ces comportements et ces techniques qu'on trouve dans des espèces animales qui améliorent les conditions de survie de leur progéniture et peut-être d'autres espèces, c'est pour ça que je faisais cette allusion aux vers de terre, parce que c'est quand même une histoire formidable de se dire que le sol, ça n'existe pas, que c'est fabriqué et que c'est fait fabriquer par des milliards de micro-organismes qui le rendent fertile. Donc on a là quelque chose qui ne relève pas, ils ne le font pas pour le rendre fertile, mais le fait est qu'ils le rendent fertile. Autrement dit, je pense qu'il faut réévaluer les comportements, les techniques, aussi bien des animaux que des humains, en réfléchissant à ce qui accroît l'habitabilité du monde. Et pour reprendre un petit peu sur ce que disait monsieur, je pense qu'en effet, on a d'habitude de mesurer le développement humain à l'accroissement du PIB par tête d'habitant. Je pense que si on trouvait une autre approche en quoi nous améliorons l'habitabilité du monde pour nous et pour les espèces dont nous dépendons et pour des environnements avec lesquels nos destins sont liés, on ferait un progrès sur la mesure du développement et du progrès qu'aujourd'hui on réduit à la quantité de marchandises échangées. On a un exemple de changement global catastrophique qui a été produit par une forme vivante, mais ce n'est pas un animal, mais ce sont les cyanobactéries. Le monde vivant s'est développé dans une ambiance où il y avait beaucoup de CO2, où il n'y avait pas d'oxygène. Et puis un beau jour, les cyanobactéries ont inventé la photosynthèse. Elles ont été la seule à l'inventer. Les plantes n'ont fait que leur piquer l'idée, enfin, avec l'ADN et tout le reste. Et donc, elles ont tout d'un coup produit de l'oxygène, qui était un poison violent pour énormément d'organismes. Il en reste encore pas mal, des organismes pour lesquels l'oxygène est un poison violent. C'est pour ça que vous pouvez désinfecter une plaie avec de l'eau oxygénée. Et en émettant de l'oxygène et en captant le CO2, elles ont certainement abouti à l'extinction massive de toute une série de trucs qui existaient à l'époque, dont on a malheureusement
assez peu de traces, hein. Mais ça, c'est une relative certitude quand même. Et non seulement elles ont abouti à cette extinction-là, mais elles ont abouti à une baisse d'efficacité de la photosynthèse, parce que comme il y avait de moins en moins de CO2, la photosynthèse qui fonctionne en absorbant le CO2 et en le mélangeant avec de l'eau, avec de la lumière pour faire du sucre, ça ne marchait plus. Ça a même abouti à l'invention d'une nouvelle forme de photosynthèse, hein, avec des sucres avec un nombre différent de carbone, etc. Donc voilà un changement majeur, négatif, qui a été réalisé par des formes vivantes dans le passé de la planète. On n'est pas les premiers. Mais elles n'étaient pas conscientes de ce qu'elles faisaient. Au moins, ça. Oui, j'insiste sur cet exemple parce qu'il est formidable. Ça, c'était donc il y a un peu plus de 2 milliards d'années. Et en effet, nous parlons du changement climatique aujourd'hui et des transformations de la composition de l'atmosphère opérées par l'activité humaine. Alors évidemment, la grande oxydation, il y a 2,2 ou 2,1 milliards d'années, ça a pris beaucoup de temps pour que la teneur en oxygène de l'atmosphère atteigne d'abord 5%, puis 10%, puis aujourd'hui 20,9%. Donc ça a été un processus extrêmement long et probablement le changement climatique que nous sommes en train d'opérer, qui peut être comparable quelque part avec le développement, la prolifération des cyanobactéries émettrices d'oxygène, lui, par contre, s'est déroulé sur une durée extrêmement longue, des temps géologiques, pas grand-chose à voir avec le clin d'œil, la toute petite durée qui correspond à cette révolution industrielle dont parlait Dominique tout à l'heure. Et du coup, cette rapidité pose un problème justement des capacités d'adaptation, parce que l'augmentation de la teneur en oxygène de l'atmosphère, au fond, elle a finalement favorisé un autre métabolisme, qui est le métabolisme de la respiration, c'est-à-dire d'une capacité à exploiter l'oxygène pour brûler des sucres. Donc il y a eu effectivement un mécanisme de sélection et facilitant le développement d'un certain nombre d'espèces vivantes qui pouvaient se servir, elles, de cet oxygène, comme nous le faisons depuis. Nous en sommes les héritiers. Merci. Oui, je voudrais apporter un peu d'optimisme quand même sur l'avenir. Je voulais parler de ce que me disait M. Bourg concernant les petites initiatives qui existent à droite à gauche. Et il y en a énormément. Vous savez qu'on est dans le 19e arrondissement, par exemple, aujourd'hui. Est-ce que vous savez combien il y a d'associations dans le 19e arrondissement? Il y en a plus de 3000. Donc imaginez sur Paris le nombre d'associations qu'il y a. Et c'est quoi des associations? C'est des gens qui se bougent, qui se battent pour des idées, pour des actions, etc. Alors madame disait tout à l'heure, oui, ils sont bouffés par les gros. C'est vrai, il y en a qui se font bouffer par les gros. Mais il y a des petites qui grossissent aussi et qui arrivent, des gens comme Greenpeace, des gens comme Médecins du Monde, etc. Allez, au départ, c'était une personne, 2 personnes. Et ils ont réussi à faire des choses. Donc, c'est pas parce que on va se faire bouffer par les autres qu'il faut rien faire. À ce moment-là, c'est la solution. Non, mais c'est ce que disait madame, en fait. Donc, moi, je pense qu'il faut agir à son niveau et que les petits sont faits pour grandir et on devrait pouvoir y arriver sans problème. Permettez-moi d'ajouter une petite... oui, une dernière question, c'est que j'ai confiance dans les jeunes quand même. Je vois ici, il y a un certain nombre de jeunes et qu'ils sont de plus en plus motivés. Ça fait un certain nombre d'années qu'on participe à des conférences et je trouve qu'il y a de plus en plus de jeunes qui suivent ces conférences et qui créent des associations. Et je connais même des jeunes qui ont fait des études des écoles de commerce, qui ont travaillé dans des grandes structures et qui sont revenus au monde associatif parce qu'ils se rendent bien compte qu'il y a quelque chose qui cloche. Et donc, ils savent aussi que ça dépendra de eux, leur avenir. Est-ce que le changement viendra de la base, justement? Moi, là-dessus, juste une remarque. Il y a un livre de Patrick Vivray dont le titre que j'aime beaucoup s'appelle « Pourquoi ça ne va pas plus mal ?» Et je trouve que c'est une bonne question, et une question à laquelle on peut répondre. Je crois que dans des soutes de la société, dans des parties invisibles de la société, dans ces parties qui ne sont pas sous la lumière des projecteurs, il y a toute une série de pratiques, toute une série de comportements qui, pour beaucoup d'entre nous, rendent le monde plus habitable. Et que c'est sans doute là-dessus qu'il faut compter. Totalement d'accord avec vous. Moi, je dois vous dire que je m'occupe d'environnement depuis 30 ans. Si je ne constatais pas ça, je serais déjà devenu profondément neurasthénique. Donc ça, c'est évident.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, je ne suis pas aussi confiant que vous. Je suis désolé, mais c'est vrai qu'il y a des jeunes qui se bougent, heureusement, il y en a toujours eu. Je ne trouve pas qu'il y en ait plus qu'avant, c'est le moins qu'on puisse dire. Je pense que les jeunes qui bougent sont souvent traités avec un certain mépris par les autres. Et que donc, voilà, je pense que si vous comparez, je ne sais pas moi, les années 70 aux années actuelles, je ne vois pas comment vous pouvez trouver que les jeunes se sentent plus concernés par les problèmes de la société aujourd'hui qu'à l'époque. J'imagine même pas comment on peut penser ça. Et effectivement, je voudrais vous citer une expérience que j'ai eue. Le film Gattaca, Bienvenue à Gattaca en français, est un film qui montre un avenir dans lequel la génétique aura pris le pouvoir et voilà, tout le monde est gouverné par le séquençage de génome qui décide de ce que chacun va faire. Et ce film a été projeté dans de nombreux cinémas de quartier, etc. Et on me demandait souvent de venir faire le débat après. Et donc un jour où j'avais bien expliqué aux gens comment les gènes et l'environnement interagissent et sont aussi importants l'un que l'autre pour fabriquer un individu, il y a un type au fond de la salle à la fin qui me dit « Si j'ai bien compris, c'est aussi important l'environnement que les gènes pour déterminer ce que va être un individu. » Je dis « Oui. » Et il me répond, j'ai dit « Oui, vous avez tout à fait compris. » Il me répond « Mais alors, pourquoi est-ce qu'on est tellement inquiet dès qu'on touche aux gènes et qu'on fait n'importe quoi avec l'environnement éducatif ?» Et ça, c'est quand même un vrai problème. Je suis désolé, mais c'est le marché qui décide de comment on élève les enfants. On leur fout des Game Boy, si jamais ils veulent des Game Boy. Maintenant, c'est plus des Game Boy, c'est des super machins vachement compliqués. Et voilà, et on fabrique des bidouilleurs d'écran. Et on fabrique des jeunes qui, pour la plupart, sont incapables de se servir d'un tournevis, qui se détournent de toutes les filières techniques et ingénieurs, etc. Alors que c'est quand même un peu là qu'on va avoir besoin de monde si on veut faire bouger les choses. Donc je veux bien qu'ils reviennent au monde associatif au bout d'un moment dans les études de commerce. Seulement, avec leurs études de commerce et le monde associatif, je ne sais pas comment ils vont contribuer à régler tous ces problèmes. Donc, moi, je pense qu'effectivement, c'est un sujet extrêmement important, la façon dont les générations futures sont préparées à affronter les défis qui seront les leurs. Et personnellement, je ne trouve pas qu'on fasse ce qu'il faut de ce point de vue-là. Et donc, plutôt que de dire « je ne sais pas quelle terre on va laisser nos enfants », je retourne le slogan « quels enfants allons-nous laisser à notre terre ?» Voilà. S'il vous plaît, ne pensez-vous pas qu'il y a urgence à un gouvernement mondial, surtout en matière d'écologie et de certains autres ministères locaux pour sauver l'humanité? Est-ce que la solution éclairée, c'est le despotisme? Alors, c'est moi qui vais au charbon. Oui. Au gaz de schiste. Il ne suffirait pas qu'il y ait un gouvernement, si vous voulez, mondial pour que les choses changent vraiment. Par exemple, il se passe en Chine, qui est pourtant un pays assez autoritaire, ce qui se passe ailleurs. Vous avez un gouvernement qui décrète un certain nombre de choses, qui décrète un certain nombre de normes pour les industries. Et en Chine, pas plus qu'ailleurs, ça n'est suivi. C'est pour ça quand même, moi, je suis un peu entre vous deux là, mais à la fois, je pense aussi qu'on a besoin d'être extrêmement secoué pour changer, mais justement pour que tout le monde change. C'est-à-dire qu'on arrivera vraiment à un résultat si on comprend vraiment ce qu'on fait, si ça a un sens pour chacun de changer. Je ne crois pas qu'un gouvernement autoritaire pourrait changer quoi que ce soit. On a besoin de gouvernements qui aient une certaine forme de fermeté, mais avec une véritable assise démocratique. Et on a besoin de citoyens qui aient vraiment pigé pourquoi, sur un certain nombre de questions, on doit changer. Et là, effectivement, probablement, on changera. Alors maintenant, voilà. Alors, gouvernance mondiale, c'est encore autre chose. C'est-à-dire, si vous voulez, ça existe, évidemment, ça n'existe pas et vous ne verrez pas avant probablement très très longtemps. On est toujours dans de l'international. Et d'où le fait de devoir aussi changer les différentes gouvernances nationales. C'est que si vous changez les gouvernances nationales, que vous aurez au bout du compte un intergouvernemental probablement différent. Mais si vous voulez, ce qui est gênant dans cette façon de voir, c'est qu'on attend une espèce de Dieu comme ça, ou une sorte de Deus ex machina qui va venir nous sortir de
des difficultés dans lesquelles on est, ça, j'y crois pas. Hein, c'est vraiment quand des deux côtés de la chaîne, du côté des initiatives individuelles et du côté de la gouvernance, c'est quand on aura dans ces deux côtés-là quelque chose de très sensiblement différent, avec une manière de vraiment comprendre et épouser les difficultés qu'on bougera. C'est pas si vous faites bouger que la base, ça marchera pas, sauf si alors elle se mobilise à fond et ça finira par bouger le haut, mais que le haut, ça n'a jamais marché à aucun moment de l'histoire. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Non, eh bien écoutez, c'est sur cet entre-deux que nous allons nous quitter avec espoir, on va dire. Ah, voilà.